Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, où est-ce que la science est le fondement de notre pratique. Dans cet épisode, on reçoit Benoît Lavigueur, a.k.a. Ben the Builder, un entrepreneur et un bodybuilder. Il nous partage ses connaissances par rapport à l'entraînement et la nutrition, principalement axées sur un volet performance et de bodybuilding. Vous allez voir, il a une approche vraiment axée sur le mentorat, sur l'encadrement, sur la science, et il vous donne ses meilleures recommandations quand votre objectif est de développer le plus de masse musculaire, que ce soit dans un contexte de compétition ou un contexte juste de dépassement de soi. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Je suis pas excité à voir Ben aujourd'hui. Yes, ça va être vraiment le fun. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est en fait mon coach en bodybuilding, en fait à Jérémy et à moi. Et ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est vraiment avoir une approche différente de celle qu'on a généralement chez Kinvolve. Comme on sait souvent, il y a toujours un continuum dans les objectifs que les gens peuvent avoir. On a un volet qui est santé dans un extrême du continuum, puis après on s'en va vers la performance de l'autre côté du continuum. Nous, on représente plus généralement le milieu vers la santé et dans ton cas, un peu plus le volet la performance bodybuilding. Ouais. On est dans ce coin-là. Donc, Benoît, je voulais que tu nous partages un peu comment est-ce que tu es arrivé à être entraîneur de bodybuilding. C'est quoi ton parcours que tu as fait? Yes, je suis entraîneur personnel depuis 2 ans, mais bien avant ça, ça débute par une passion du bodybuilding qui a commencé à l'âge de 16 ans, quand les énergies cardio faisaient gratuit de 16 à 18 durant tout l'été. Fait que moi, ça a été mon camp de jour. Là. J'y allais tous les jours, 2 fois par jour. Je faisais toutes les machines avant de partir. Donc, ça a débuté à ce moment-là. Donc, ça débute vraiment par une passion, puis ensuite la passion de l'enseigner. Quand tu as une passion, la meilleure façon de le vivre, c'est de le démontrer avec les gens, puis de le vivre avec d'autres personnes. Puis j'ai eu un parcours où est-ce que j'ai devenu entraîneur. Pas entraîneur, mais avant d'être entraîneur, j'étais enseignant, donc enseignant en éducation physique. Donc j'avais la partie comme enseignement, j'aimais ça le contact avec les personnes, pouvoir enseigner les choses. Donc j'ai joint les deux ensemble. Donc je suis devenu entraîneur plus de compétition. Le volet compétitif, c'est ça qui m'interpelle le plus. Où est-ce qu'on est capable d'aller chercher les détails. C'est ça. Parfait, super. Puis là, toi, tu as quand même un volet où est-ce que tu as été étudié à l'université, tu es devenu enseignant. Puis même pendant ce parcours-là de prof d'éducation, parce que tu étais prof d'éducation physique, right? Ouais. Ben, tu as fait des compétitions de bodybuilding aussi. Oui. Fait que au niveau bodybuilding, où est-ce que tu es rendu en ce moment? C'est quoi les prochaines étapes? OK. Mes premières compétitions, je les ai faites tout seul à l'âge de 17 ans environ. OK, ouais. Donc début cégep, c'était quelque chose que j'avais vraiment une passion, puis c'est difficile, c'est un milieu où est-ce que c'est très difficile à rentrer, donc tu dois comme rechercher, puis fait que c'est ça, j'avais fait toutes mes recherches, j'avais fait ma première compétition sans coach, fait que c'est ça, j'avais fait une première compétition à 17, une deuxième à 18, une autre à 19, puis ensuite les études étaient un petit peu plus intenses à l'université. J'avais perdu un petit peu mon désir de compétitionner. Il y a eu le COVID dans tout ça. J'ai recompétitionné après la COVID en 2022 au régional. Ensuite, j'ai fait une autre compétition en 2023. Puis ensuite, l'année passée. Puis l'année passée, j'ai fait un régional. Après ça, j'ai été au national à Toronto pour le championnat canadien. Fait que la prochaine étape pour toi, ce serait d'avoir ta carte pro. Ma carte de professionnel, en fait, il faut savoir, en naturel, au Canada, il y a simplement une carte professionnelle pour l'instant qui est octroyée à chaque année. Donc, il faut que tu sois la personne au Canada à chaque année qui se soit le plus dédié depuis un certain temps et tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça mon objectif. C'est à Toronto, c'est les Nationals à Toronto, une fois par année, qui est le 3 août. OK. Hey, je savais pas qu'il y en avait juste une parce que tu m'apprends ça moi aussi en même temps. Parce que moi, je m'intéresse au bodybuilding. Puis là, je suis comme, il y en a vraiment juste une, puis c'est le meilleur. Là. Il y en a une par catégorie. Donc, en classique physique, ils vont donner une carte pro naturelle au Canada, puis une deuxième en bodybuilding. Ouais. Oh my God, OK, je vais avoir de la job à faire. Fait que c'est ça mon objectif. L'année passée, je suis arrivé 4e de ma catégorie en bodybuilding, puis 5e en classique physique. Fait que j'étais quand même assez proche. Là, c'est sûr que l'objectif, c'est de gagner sa classe, puis de gagner l'overall pour pouvoir gagner la carte de pro. Hey, c'est super, ça. C'est sûr que c'est super stimulant pour toi. T'es combien de week out, là?
On est à 32 semaines de la compétition. La préparation pour la compétition va commencer à 20 weeks out. Donc là, il me reste environ 12 semaines avant de commencer ma préparation, puis j'ai hâte. Ah yes, ça va être passionnant. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais te suivre de toute façon sur tout ton parcours là-dessus. Yes. Puis anyway, ben, tu vas m'accompagner aussi pour moi pour ma première compétition cette année. Ça, c'est sûr. Fait que, en tout cas, ça va être incroyable là-dessus. Maintenant, tu sais, là, ton volet sportif, super impressionnant là-dessus. Là, il y a tout le volet entrepreneuriat qui vient là-dedans, business. Puis là, je voulais savoir un peu, c'est quoi ta vision du bodybuilding? Puis c'est quoi la mission que tu as auprès de tes membres? C'est quoi ton approche? Premièrement, ça part, justement, j'aurais toujours voulu avoir un mentor quand j'ai débuté. C'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est assez réclus, là, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. C'est assez intense comme sport. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là pour t'encourager dans ce sport-là. J'étais quand même heureux d'avoir un bon entourage qui m'encourage dans mes rêves et tout, mais c'est quand même quelque chose d'assez extrême. Fait que d'avoir un mentor comme ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir. Donc c'est sûr que j'essaie de recréer un peu ce mentorat-là que j'aurais aimé avoir. Donc être un mentor pour les personnes qui veulent l'extrême, qui veulent se dépasser, pas juste on va dire l'ordinaire ou la base, mais dépasser, donner l'extra qui donne l'extraordinaire. C'est ça. Fait que j'aimerais ça être ce mentorat-là là, avec les personnes que j'entraîne, puis vivre encore une fois là, cette passion-là à travers ces gens-là. OK, fait que poursuivre ta passion, avoir ton côté comme enseignement, on voit que c'est vraiment dans ta valeur primaire, là, directement, même dans ton approche avec les clients. Hein. Oui, vraiment. C'est pas une approche parce que je fais juste compter tes reps et je t'encourage, mais c'est plus j'essaie de te l'enseigner, j'essaie de te montrer des trucs puis des tips, puis je le vis avec toi, puis fait que tu sais, c'est ça, c'est par enseignement que je trouve qu'on en apprend le plus puis qu'on est le plus intégré dans notre processus. Ah, super. Puis moi, je suis vraiment dans ce volet-là aussi. Quand j'étais plus jeune, moi, mon rêve, c'était d'être professeur d'histoire. Okay. Bon, là, je suis vraiment pas dans le côté histoire, mais ça fait aussi que je veux pas à travers, tu sais, moi, mon travail en tant qu'entraîneur kinésiologue, mais c'est vraiment d'enseigner des habitudes de vie aux gens, d'enseigner des manières de s'entraîner, de bien manger. Je pense que là-dessus, on se rejoint pas mal sur le côté, là, enseignement, mais lui, il a un bac en enseignement, contrairement à moi. Fait qu'il y a les meilleurs trucs pour transmettre les connaissances. Fait que, super. Fait que ton approche, tu sais, aussi, on a connecté aussi sur le volet que toi, tu avais une approche aussi qui était axée quand même sur la science. Oui. C'est quelque chose que je veux vraiment apporter, c'est que même dans un contexte de performance ou de bodybuilding, ou que ce soit même sur un volet de santé, la science, c'est quand même les bases des fondations. Après, il y a le côté expérientiel. Fait que mon intention aujourd'hui, c'est vraiment qu'on discute puis qu'on partage un peu notre amour du bodybuilding, la tienne encore plus, au niveau aussi de l'approche scientifique. Qu'est-ce qu'un débutant devrait s'attendre, par exemple? Parfait. Fait que, si on commence déjà en partant, on est dans un monde de réseaux. Jérémy et moi, on en parle tout le temps. On voit plein de choses en ligne. C'est comme infini la quantité d'informations qu'on peut trouver. Puis trop, hein? Trop. Fait que après, c'est difficile de trier quand on n'a pas les connaissances. Fait que j'aimerais ça partir directement en te demandant, mais c'est quoi les erreurs fréquentes que tu vois des gens qui commencent à avoir un intérêt pour le bodybuilding? Ils viennent te voir, puis c'est quoi les idées préconçues qu'ils ont? C'est quoi leurs erreurs? OK, ça va être un petit peu dans une autre facette, là, mais les erreurs fréquentes, il y a beaucoup d'erreurs fréquentes qui peuvent être évitées si les gens sont plus mindful puis qui sont plus dans le moment présent dans leur entraînement. Je m'explique. Quand tu es dans le moment présent puis tu es plus concentré sur comment tu ressens ton corps, comment tu feels les répétitions, tu vas être capable de faire... tu vas être capable d'éviter beaucoup d'erreurs qu'on voit, que ce soit dans l'exécution, dans les range of motion. Beaucoup d'erreurs peuvent être évitées quand tu ressens tes contractions musculaires. Si tu finis ta série puis tu as l'impression d'avoir travaillé un peu n'importe quoi, tu sais pas trop l'exercice, qu'est-ce qui travaille, ben c'est sûr que tu n'as pas été dans le moment, parce que si tu fais un leg extension, t'es censé sentir tes quads. Ouais. Fait que si t'es dans le moment puis tu ressens ton exercice, t'essaies vraiment de te concentrer, tu vas le sentir dans les muscles qui sont censés être activés. Puis ton range of motion reste d'être efficace si tu te concentres sur une contraction plutôt que d'être un mouvement. Ou ça peut se parle un peu, si je ne me trompe pas, là, de mind-muscle connection, d'une certaine manière. Fait à un certain point, oui. À un certain point, à cette conscience-là de la contraction. Fait que ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est qu'une des erreurs qui peut arriver, c'est que les gens, ils veulent aller
J'ai l'impression l'ego lift, tu sais, de se concentrer plus sur la charge qui est soulevée plutôt que la tension musculaire, comment est-ce qu'ils le sentent, là. Que ce soit l'ego lift, que ce soit la sélection des exercices des fois, ou que ce soit d'aller trop vite, de pas faire tout le range of motion, c'est toutes des erreurs qu'on fait quand on n'est pas concentré vraiment sur essayer de flex puis de contracter ses muscles à son plein potentiel. Fait que quand on est plus moins dans le moment, puis un peu plus dans qu'est-ce qu'on se fait dire, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis j'essaie d'avoir des nombres de répétitions, puis fait que c'est ça, de se recentrer puis d'être vraiment présent dans son moment, tu vas vraiment être capable d'avoir des meilleures contractions, des meilleures exécutions, parce qu'à la base, on essaie de contracter des muscles, on essaie pas juste de faire un mouvement. Donc si tu es dans ton muscle, puis tu réussis à avoir une meilleure contraction, puis tu files vraiment tes muscles d'une certaine façon, ben ton exécution risque d'être beaucoup meilleure. T'sais. Ouais. Puis un peu, ça ramène au point que souvent, on a envie d'essayer toujours plein de nouveaux exercices aussi. T'sais, on voit en ligne tellement de variantes de X exercices. Fait que toi, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui commence, mettons, l'entraînement pour, mettons, la première fois au niveau, tu sais, exercice? C'est quoi, qu'est-ce qui te vient en tête? La sélection des exercices, c'est important, mais je pense que c'est un peu overrated. OK. Un peu overrated dans le sens que l'intensité de l'entraînement, je parle toujours volet performance, là. L'intensité de l'entraînement va être vraiment un facteur primaire. Puis si tu n'as pas l'intensité d'entraînement, que ce soit un pull-down ou un bent over row, tu risques de sentir possiblement un peu les mêmes choses. Puis au niveau de développement musculaire, ça va beaucoup se ressembler. Ouais. Donc la sélection d'exercices vient après le fait d'avoir une nutrition en pointe, d'avoir ton sommeil, d'avoir de l'intensité dans ton entraînement, puis d'être justement présent dans tes workouts pour aller chercher justement cette intensité-là. Fait qu'après tout ça, oui, la sélection d'exercices peut être intéressante, est très intéressante, mais il faut s'assurer d'avoir tout le reste de la liste avant d'y arriver. OK. Fait que être capable d'avoir une nutrition on point, ce que tu disais, j'imagine le sommeil aussi vient en action. Les habitudes de vie. Les habitudes de vie en général. Volet entraînement, tu sais, c'est ce que tu recommanderais, ce que je capte un peu comme information, c'est que se concentrer sur les exercices de base, puis de concentrer vraiment sur tout ce qui est exécution, augmenter l'intensité et non pas de genre jumper d'un exercice à l'autre. Genre. Exactement. La sélection d'exercices, ton programme, là, il pourrait être le même pendant beaucoup de temps, mais tu pourrais augmenter ta contraction, augmenter ton focus durant ton entraînement, l'intensité, changer les techniques, puis améliorer vraiment la capacité puis la qualité de chaque répétition avant d'essayer d'en ajouter plus, puis d'essayer de changer tout le temps, puis de faire run the rack, puis de faire plein de techniques qu'on voit, mais que finalement, ça mène pas à grand-chose au niveau de la sélection des exercices si l'intensité n'est pas là. On peut faire le parallèle un peu avec l'alimentation. Il y a des étapes dans l'alimentation, il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Puis sélectionner, est-ce que tu manges une pomme ou une banane, au final, ça prend toutes les étapes qui sont faites d'avance avant que ça fasse vraiment une différence. Ouais. T'sais, nous, on a tendance à dire souvent ça qui supporte un peu ton idée, là, c'est qu'il y a comme une pyramide de priorités. Ouais. Puis au début, on a toutes les bases, qui est comme les fondements de la nutrition. On a les calories, l'apport en protéines, etc. Puis à la fin, mettons, au top, on a les suppléments. Mais les gens, ils sont tout le temps comme « Ah, mon Dieu, c'est quoi le meilleur supplément pour X? » Mais il n'y a pas les bases pour soutenir le développement. Je fais exactement le même parallèle avec la sélection des exercices. Un bench press ou avec les dumbbells ou avec tel, puis le petit angle dans le banc, puis tout. Oui, de mon côté, niveau performance, t'essaies de maximiser, de changer certains groupes musculaires, la forme. Oui, ça va avoir une certaine importance, mais il faut que tout le reste de ton entraînement, toute la pyramide, toutes les bases soient vraiment là avant d'arriver au point où est-ce que la sélection de certains exercices va faire la différence. Hey, j'aime ça, tu sais, parler de quelque chose de overrated comme ça au niveau de la sélection des exercices. Moi, j'en ai un autre là, qui vient de me popper un peu. Puis là, on parlait du volet de nutrition, justement. Puis ça court vraiment sur les réseaux en ce moment, puis même moi, j'en parle parfois, mais qu'est-ce que tu penses? Là, je veux vraiment ton opinion de professionnel là-dedans, de tout ce qui est le bulking puis la cote, mettons. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est des termes qui accrochent. Ouais. Fait que ça fonctionne parce que c'est des termes qui accrochent. L'idée, si ça te donne une direction dans ton entraînement puis tu as l'impression d'aller dans un sens, souvent c'est une bonne chose. Parce que le monde perd un peu le focus puis n'importe quel plan, si tu suis un certain plan, tu vas mener à des résultats. Fait que d'avoir une idée comme ça de OK, là je suis en bulk, là je suis en cut, l'idée est là. Par contre, faut pas y aller de façon trop intense, comme dans n'importe quoi, faut y aller un petit peu à la baisse des fois. L'idée de bulk
de bulk too much, ça arrive beaucoup trop souvent. Donc oui, le surplus calorique va aider pour la prise de masse musculaire, mais tu n'as pas besoin de dépasser un 10-15% maximum en surplus calorique pour maximiser ta prise de masse musculaire. Fait que ce qu'on voit là, c'est du monde qui prennent 10, 15, 20 livres en 2 mois. La majorité de ça, tu vas devoir le cut après ça dans ta portion de cut. Donc là, ça revient à tu fais un peu plus le yo-yo, c'est ça. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on voit souvent ça, tu sais, les gens disent, hey, j'ai pris 20 livres en 2 mois. Mais fondamentalement, on sait bien tous les deux que prendre 20 livres de masse musculaire en 2 mois, c'est comme, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus qui est plus long, dans le fond, créer du tissu musculaire que perdre du gras en tant que tel. Je te donne des chiffres, peut-être que c'est intéressant pour certaines personnes. Ouais. Quelqu'un de naturel pour 1 an complet, nutrition, entraînement, tout vraiment on point, va pouvoir gagner environ un gros 6 livres de masse musculaire pour quelqu'un qui n'est pas débutant. Là. Ouais. Ça va être un major change. Ça va changer complètement le physique. Donc, un 6 livres de masse musculaire en 1 an. Donc, quelqu'un qui va prendre 20 livres en 2 mois, il y a peut-être 2 livres de masse musculaire là-dedans, puis un bon 17-18 d'eau, puis de gras. Il y a de gras là-dedans, parce que c'est facile aussi à en gagner du gras. Ouais. Mais j'imagine que les femmes, c'est pas exactement la même chose, c'est un peu moins les femmes là, dans leur ouais, là, c'est sûr qu'on est plus dans... On divise ça, là. Ouais. Généralement, j'ai tendance à faire, tu sais, malheureusement, un 0.5 de moins, quasiment là, la moitié. Fait que t'as beau être, faut être sharp pour tout ce qui est entraînement, nutrition, sommeil, parce que à chaque fois, t'as un peu de progrès. De progrès. C'est ça. Fait qu'au final, je pense qu'on se rend compte que c'est un sport de patience, quand même. Excessivement un sport de patience, ouais. Yes! Et là, souvent, justement, en parlant de patience, souvent on a plein de confusions sur comment est-ce qu'on crée du muscle. C'est comme ça que tu nous t'expliques vraiment, tu sais, quelqu'un là, qui connaît rien, là, qui arrive pour la première fois et dit « Hey, moi, je vais être musclé », comment est-ce que ça fonctionne, créer du muscle? Ben, je te pars avec une misconception qu'on a, qui est véhiculée depuis beaucoup trop longtemps, puis c'est le temps que ça change. Oui. OK. De détruire les fibres musculaires, puis là, le corps va se reconstruire avec des fibres plus grosses puis plus fortes. Il est temps que ça change, cette conception-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne avec la tension mécanique. Donc, la tension mécanique, tu peux picture une corde. Les deux, on tire sur la corde. Au maximum, au milieu, là, tu vas avoir une force, une tension. Fait que les fibres musculaires, quand on les étire puis quand on tire dessus, il y a une tension qui se crée. Il y a des capteurs dans tes muscles qui vont capter cette tension-là puis qui vont envoyer des signaux comme quoi qu'on a besoin d'augmenter notre force musculaire, on a besoin d'augmenter notre masse musculaire pour répondre à cette tension-là. Ouais, puis ça, c'est vraiment important quand même à mentionner parce que souvent, tu sais, c'est un mythe qu'on pense que genre on doit toujours détruire et reconstruire. Ouais. Et ce que ça fait aussi, c'est qu'il y a comme une approche parfois qui peut être centrée plus sur la perception d'effort et les courbatures vraiment que l'intensité. Absolument. Fait que qu'est-ce que tu en penses toi au niveau des gens qui sont comme oh mon Dieu, faut que tu tentes courbaturer là, à la fin d'un training. C'est quoi ta vision aussi? Parce que mettons, moi j'ai une vision que je dirais tendance à dire que c'est quand même un petit indicateur d'intensité quand même associé aux courbatures. Mais vas-y, c'est quoi ton opinion? En fait, l'association est là, puis c'est pas pour rien qu'on a fait beaucoup, on s'est trompé beaucoup là, dans l'histoire. Parce que dans le fond, les deux vont être pas mal associés. Qu'est-ce qui crée des déchirures, un petit peu des bonnes déchirures musculaires, va créer de l'hypertrophie aussi. Fait que si on pense à mettre de la tension sur des fibres qui sont en étirement, donc c'est ça, mettre de la tension sur les fibres en étirement, c'est là qu'il y a un maximum de déchirement musculaire. Okay? Fait que ça va créer beaucoup plus de courbatures, mais c'est aussi, dans les études, on voit que ça améliore beaucoup l'hypertrophie. Donc, qu'est-ce qui crée un maximum de tension puis d'hypertrophie musculaire va également créer quand même beaucoup de déchirement au niveau des fibres. Ouais. Donc, les deux peuvent être associés. Si tu n'as pas de courbature, on sent que là, ça n'a pas travaillé fort. OK. Fait que si, mettons, quelqu'un arrive et dit « Hey, Ben, moi, je m'entraîne depuis 3-4 mois. J'ai l'impression que je soulève lourd. J'ai l'impression que, je développe, là, je progresse au niveau de la force, mais que je suis jamais courbaturé. Ce serait quoi ta réponse que tu lui donnerais? Là, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être ta qualité des répétitions, ça peut être la qualité de recrutement musculaire. Si tu recrutes juste 30% de tes fibres musculaires, même s'ils sont soumis à beaucoup de tension, tu n'auras pas beaucoup de courbatures. Tandis que quelqu'un qui va recruter 60-70% des fibres musculaires dans ses mouvements va avoir un plus gros potentiel de courbature et de force musculaire et de gains en hypertrophie. Donc, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, ça va dépendre de ta récupération. C'est ça, ton sommeil,
ton alimentation. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est sûr que je regarderais beaucoup la qualité des répétitions puis du recrutement musculaire. OK. Fait est-ce que de certaine manière, parce que tu sais, il y a différents types d'entraînement, on a tendance plus en force, plus associé à l'hypertrophie, plus en endurance. Bref, souvent, on a tendance à placer ça genre dans un continuum de nombre de répétitions, mettons. Fait qu'est-ce que tu prioriserais, mettons, à un débutant qui vient te voir, puis là, je sais que ça va dépendre de leur parcours, mais on imagine que c'est un débutant, là, starting from zero, from scratch, jamais levé de poids. Qu'est-ce que tu commencerais avec? En termes d'entraînement physique? En termes d'entraînement physique, ouais. Je commencerai vraiment avec un petit peu moins de charge. Quelqu'un de débutant va faire beaucoup de gains en hypertrophie. Okay? Parce que des gains en hypertrophie, c'est quand tu challenges ton groupe musculaire. Quelqu'un de débutant, faut premièrement qu'il aime ce qu'il fait. Okay? Faut qu'il aime ce qu'il fait. C'est la même chose au niveau en éducation physique. Si tu aimes ton cours d'éducation physique, tu vas devenir meilleur, tu vas aimer ça, tu vas te présenter. On a parlé c'est une question de temps. C'est quelque chose qui se bâtit avec beaucoup de temps. Donc, il faut qu'il aime le processus avant pour qu'il puisse s'engager. J'adore. Puis qu'on puisse arriver à quelque chose. Fait que c'est sûr qu'il y a ça au départ. Donc, on va partir avec des choses qui vont lui donner des sentiments de progression, puis quelque chose qu'il va aimer faire. Okay? Donc, par exemple, avoir une pompe musculaire, se sentir capable, réussir des défis, c'est toutes des choses qu'on va partir avec, qui va l'encourager à retourner au gym, puis à retourner se mettre lui-même en défi. Parce que t'es pas toujours là à l'accompagner, mais si lui-même il se donne des propres défis, puis il donne des réussites, puis il est fier de ce sentiment-là, là, on a déjà une bonne première victoire. Ah, j'adore, ouais. Niveau musculaire, commencer avec plus de répétitions parce que chaque exercice, c'est aussi un pattern là, au niveau de l'activation de certains groupes musculaires et tout. Fait que commencer avec pas beaucoup de sélection d'exercices, des bases, quelque chose de plus stable aussi pour qu'ils apprennent à contracter les muscles et ressentir son corps. Parler de mindfulness, c'est de se recentrer sur son corps, augmenter la proprioception, surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de sport puis d'activité physique. Des fois, être capable de juste feel son corps au gym, c'est une des meilleures occasions qu'on a pour ça, pour augmenter la proprioception. Fait que je partirais plus avec ça. C'est ce qui va mener par après là, à être capable de contracter ses muscles puis de faire des bonnes exécutions de mouvements si dans sa tête il est capable de contracter les muscles que tu lui dis qu'on devrait travailler. Ouais, j'adore vraiment ton approche. Puis c'est un peu comme la première fois qu'on prend le temps de parler un peu genre de ton approche, puis de s'asseoir puis en discuter. Effectivement. Puis ce que je remarque, c'est que même si nous on est vraiment plus orienté comme santé puis toi plus performance, on a quand même le même principe de base que c'est quand même l'adhérence à un changement, à une nouvelle structure d'entraînement, nouvelle structure au niveau d'alimentation. Puis même de mon côté, je trouve que c'est la chose qui est le facteur le plus déterminant du succès de quelqu'un, c'est qu'il vit des victoires, qu'il prend du plaisir. Parce que si c'est long, si c'est plate, c'est sûr que tu n'es pas motivé à le faire. C'est Absolument sûr. Pas. Absolument pas. On parlait de beaucoup de choses. On a parlé débutant, on a parlé de tension, on a parlé de nutrition. Un des volets que je voulais revenir, c'est au niveau de la tension mécanique qu'on parlait. Parce qu'aussi, on a beaucoup de courants de pensée sur est-ce que c'est le volume, est-ce que c'est l'intensité? Et excuse-moi, je recommence pour être plus clair. Est-ce que c'est le volume, est-ce que c'est l'intensité qui est le principal facteur du développement musculaire? Et une chose qui revient souvent, puis que nous, on a tendance aussi à penser, c'est que les répétitions plus proches de l'échec musculaire sont celles qui donnent le plus d'hypertrophie. Par contre, il y a beaucoup de personnes, il faut que tu ailles tout le temps à l'échec musculaire, you gotta be shy, fait qu'il faut que tu te laisses 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire. Je voulais savoir, toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as tendance à enseigner? Puis je connais un peu ton approche, mais je la trouve super intéressante là-dessus. En gros, c'est sûr qu'on a parlé de continuel. Moi, je me situe vraiment avec le monde en performance, ceux qui se rapprochent pour faire des compétitions de bodybuilding puis qui veulent vraiment augmenter. Puis il y a quand même une question de temps. Fait que c'est sûr qu'on veut maximiser le plus possible. Tu peux pas vraiment aller au gym avec une approche minimaliste. Donc, c'est sûr que faire une répétition de plus qu'une répétition de moins, c'est toujours quelque chose que je vais encourager. Ça va toujours dépendre de ta récupération. Si ta récupération est bonne, tu vas pouvoir t'entraîner fort. Donc, il n'y a pas vraiment de overtraining, il y a juste du under-recovery, souvent que j'aime dire. Donc, aller le plus proche possible de l'échec musculaire sur la majorité des séries, c'est toujours ce que je vais encourager.
Ouais. L'affaire avec ça, c'est quand tu es proche de tes répétitions maximum, que tu pars de 15 répétitions ou que tu en fasses juste 5 que tu fais, pourquoi c'est ceux-là qui sont le plus efficaces? C'est que ton pourcentage de contraction est beaucoup plus élevé. Tu te rapproches de 80 ou un maximum parce que ça devient un effort maximum. Quand tu te rapproches, puis c'est ta dernière répétition en réserve, là, c'est la dernière que tu serais capable de soulever, bien, ton corps va donner un maximum de contraction pour le faire. Donc, il y a peut-être 80% des fibres qui sont soumis à une tension mécanique. Donc, au niveau de tension mécanique, on est vraiment au top. Comparé à tes premières reps, s'ils sont faciles, ben, tu es peut-être juste à 50% de contraction. Fait que 50% des fibres qui sont soumises à de la tension, ben, il y a beaucoup moins de signaux d'hypertrophie que 80% soumis à de la tension. Pour ceux qui sont moins familiers avec ces principes-là, c'est dans le fond à l'effort, à l'exercice physique, c'est lorsqu'on va de plus en plus recruter de fibres musculaires, plus le nombre de répétitions avance, plus l'intensité est élevée. Fait que c'est sommatif. Fait que c'est une addition. Pour les premières répétitions, on va recruter par exemple 25%, après on va recruter d'autres, 30, 35%. Et dans le fond, quand on se rapproche de l'échec, comme tu dis, c'est là qu'on s'en va plus proche du 80, 85%, 90% si vous êtes des machines en contraction. Faut que ça soit difficile. Faut que ça soit difficile, puis faut que ça soit un challenge. Puis le corps, il sait très bien combien de pourcentage il a besoin de recruter pour soulever, parce qu'il est très minimaliste, ton corps. Donc, faut que tu le pousses à son maximum. Faut que tu le forces à travailler. Là. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ton approche. Puis moi, une des choses aussi que je garde toujours en tête, c'est qu'on a tendance à sous-estimer à quel point est-ce qu'on est proche de notre échec musculaire. Oui. Fait que c'est pour ça que même moi, avec mes clients, souvent ils me demandent « Ah, mais souvent, je prône d'avoir, mettons, pas des séries complètement à l'échec d'une certaine manière. » C'est ça que j'écris ou que je dis textuellement. Je veux qu'on soit proche de l'échec, mais en pratique, je demande souvent à ce que les gens aillent très proche de l'échec parce qu'ils se rendent compte que ah, ben les répétitions d'avant, finalement, j'étais un peu plus mollo, là. On voit ça souvent. Puis j'ajouterais le point que ça dépend beaucoup de ton activation du système nerveux. Plus tu es activé, plus tu es hype. On pense à quelqu'un qui vient de prendre la caféine ou whatever. Tu vas avoir une bien meilleure contraction. Tu vas être plus prêt à pousser, puis tu vois des fois des changements au niveau des répétitions complètement hallucinants. Tu fais une première série avec quelqu'un, puis là c'est difficile, puis tout, tu lui fais prendre 2 minutes de pause, des bonnes respirations, tu le hype un peu, puis tu sais, tu lui fais mettre un petit peu de musique, puis là soudainement, tu lui mets une plate de plus, puis il en fait 5 reps de plus. Ouais. Bon, fait que là, tes capacités physiques sont vraiment en relation aussi avec ta capacité d'être activé puis d'être prête à soulever quelque chose. Et ça, je veux qu'on continue à en parler un peu du système nerveux parce que ça, c'est quelque chose que quand même tu m'as apporté un peu plus dans cette approche-là. Fait que je veux qu'on continue à en parler. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Une des choses que j'ai appris là, directement en commençant avec toi, c'est vraiment au niveau de la régulation de mon système nerveux. Vraiment planifier un peu mes entraînements aussi pour que je sois dans un mindset optimal, justement. Parce que souvent, j'étais client, bam, plein de jobs à faire, je m'entraîne, puis là, j'ai juste, comme dans mon esprit, le fait comme, ah, je suis en train de m'entraîner, fait que je suis pas en train de travailler, etc. Fait que bref, je voulais que tu partages un peu c'est quoi les best practices, fait que les meilleures pratiques pour justement augmenter le recrutement de notre système nerveux qui soit dans une bonne place. Bien, il faut savoir premièrement qu'il y a comme 2 activations du système nerveux. Là, tu vas avoir le sympathique, le parasympathique. Peu importe les termes, tu vas avoir une activation du type manque. Fait que récupération, c'est là que tu vas digérer, c'est là que tu vas récupérer, c'est là que c'est le meilleur pour la récupération. Mais tu veux être activation du type warrior pendant tes entraînements, durant 1h30, le petit temps là, que tu t'entraînes, il faut que tu ailles à 100%, il faut que tu sois plus en mode warrior, pas en termes de réserve d'énergie, mais en termes je donne tout pendant un court laps de temps. Puis après ça, le plus rapidement possible, de switch plus au mode manque, récupération, digestion, ralenti. Fait que c'est souvent le switch entre les deux qui est difficile à faire. Quelqu'un va vivre une situation stressante, puis il va rester stressé ou sur le nerf pendant une longue période de temps. Donc c'est ça qui va faire en sorte que ça va impacter souvent ta récupération ou ta capacité à être dans le moment présent puis à réagir aux événements que tu vas vivre par après, le stress que tu as vécu.
L'inverse aussi est vrai, donc c'est de s'activer avant son entraînement. Tu vas avoir des techniques de respiration, tu vas avoir des techniques de juste d'être bien hydraté, d'être hype pour son training, puis d'avoir la tête vide. Je parlais de mindfulness. Faut que tu sois présent, faut que tu sois prêt à pousser, puis tu peux pas être dans ton mode warrior quand tu penses à 15 000 autres choses à faire. Faut que tu sois prêt à être dans ton entraînement. Là. Ouais. C'est une des choses que j'ai changé puis que j'ai observé justement. C'est que moi j'entraîne tout le temps nos membres là, le matin directement. Puis là, à 11h, je finis d'entraîner. Puis là, bam, c'est le temps du workout directement. Yes. Puis là, j'avais rien entamé, tu sais, au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau de la gestion de mon équipe. J'avais rien entamé comme travail. Fait que là, j'avais juste un hamster qui spinait dans ma tête. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je m'entraîne, il faut que j'augmente mes charges. Là, ça devenait un peu too much. Fait que là, j'ai commencé à, dans le fond, m'entraîner plus vers le début de la soirée, justement, où est-ce que là, j'avais pu accomplir toutes mes tâches. Puis après, la chose que tu me dis, c'est prendre 5 minutes de marche, mais juste pour préparer à l'entraînement. Exactement. Le petit 6 minutes, je mets ça à pas mal tous mes clients, tous mes athlètes, je le fais personnellement. Un petit 6 minutes, tu arrives au gym, tu as eu plein de brouhaha, là. Prends un petit 6 minutes pour boire de l'eau, set up ta playlist de musique, enlever tes notifications sur ton cell, juste marcher, te centrer, regarder ton workout, laisser les choses de côté, puis être prêt à t'activer. Ça, c'est une bonne pratique à utiliser. Ouais, puis depuis, je le fais tout le temps parce que faut que je me mette dans un mindset. Puis, comme tu as dit tantôt, on prend, tu sais, mettons, 6 livres de masse musculaire dans une année, on parle de 0,5 livres par mois. Chaque fois, je suis comme, chaque entraînement compte parce que j'ai peut-être 20 entraînements par mois, mettons, on va dire de même. Puis, je suis comme, chacun compte pour mon 0,5 livres. Absolument. J'ajouterais une autre bonne pratique. Ça va dépendre justement. Tu as trouvé ta place là, dans ton horaire où est-ce que pour toi, c'était la meilleure place, où est-ce que tu te sentais libre, que tu te sentais prêt à pousser, que tu avais de l'énergie, tu avais 2-3 repas dans le corps, etc. Fait que ça, c'était ton moment pour toi. Pour certaines personnes, ça va être le matin très tôt. Ouais. Puis c'est parfait comme ça. Le matin très tôt, tu prends ton énergie pour toi en premier, tu te priorises dans ta journée pour être capable de donner de l'énergie aux autres. Ça peut être une excellente pratique pour certaines personnes qui travaillent quand même le matin ou à 9h. Mais essayez une fois ou deux là, d'aller s'entraîner le matin tôt. Des fois, ça peut changer absolument tout. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui te veut quoi que ce soit. Là. Tu ne reçois pas de message, il n'y a personne qui expecte que tu y textes ou que tu répondes à ton texto ou whatever. Fait que tu as ton moment pour toi. Ça peut être n'importe quand dans ta journée, mais de se trouver ce moment-là pour soi. Exact. Puis ça varie d'une personne à l'autre. Je pense que c'est bon là, si vous essayez, vous, à la maison, de faire des tests, regarder ce qui est le mieux pour vous au niveau de vos performances, etc. Là. Et parlant performance, une chose qu'on a de la difficulté à avoir, on parlait tantôt d'aller à l'échec, mais c'est quoi les sensations que quelqu'un pourrait avoir quand il s'approche de l'échec au niveau des performances? Parce que est-ce que quand j'ai mal, je suis censé arrêter ou est-ce que, oh mon Dieu, je dois continuer à en faire plus? Comment est-ce que tu expliques ça? Comment est-ce que tu vois ça? Premièrement, je reviens toujours avec la même chose. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois conscient de ton corps. Il ne faut pas que tu sois en train de comme je vais mourir. Fait que c'est sûr que si ton niveau d'activation, tu manques d'oxygène parce que tu n'as pas respiré durant ta série ou quoi que ce soit, ben là, c'est sûr que ça va impacter tes sensations corporelles. Fait que si ça c'est réglé, ensuite, ça va être tu devrais plus être capable de faire la répétition. Donc, essaye-les. Moi, ce que je leur dis, c'est sûr, je suis en volet de performance. Essaye ta répétition. Si tu n'es pas capable de la faire, au pire, tu la feras pas. Mais essaye-la, donne-y, mais crois-y que tu vas être capable de la faire. Puis si tu l'as pas, ben tu l'as pas. Mais au niveau corporel, qu'est-ce que tu devrais ressentir? Là? C'est vraiment beaucoup de tension, de la fatigue très localisée dans les muscles. Tu devrais, peut-être que ça va shaker un petit peu. Puis au niveau de la répétition, elle va ralentir excessivement. Okay? Donc, les premières répétitions, on peut avoir un certain rythme. Puis les dernières, tu forces, mais ça bouge pas. Mais tu continues à pousser. Tu continues à pousser, puis ça finit par faire ta répétition. Ça, là, tu sais que tu te rapproches de tes répétitions maximum. Oui, puis j'adore ça. C'est souvent, moi, un repère pour voir si c'est trop facile. Parce que, mettons, quand j'entraîne des membres, quand je vois que la charge, là, elle bouge bien, là, puis là, je suis comme, oh, ça, c'est trop facile. Là. Absolument. Faut fight la répétition un peu, là, directement. Là. Faut qu'il y ait un combat. Là. C'est ça. Il faut que ce soit un challenge. Il faut qu'il y ait un combat là, avec ta répétition. C'est pas comme, OK, elle a gagné. Non, il faut que tu essayes là pour vrai. Là. Donne-y
une vraie shot, puis tu risques d'être surpris. C'est ça. Puis, je pense que c'est la même chose même dans un volet santé aussi. C'est juste que quand volet santé, gestion de blessures, c'est un autre domaine, mais même au niveau de la performance, il y a le contexte aussi de gestion de blessures. Là. Mais vraiment, c'est essayer la répétition qui fait quand même, autant au niveau de la victoire personnelle que ça peut créer aussi, mais autant au niveau des résultats que tu peux avoir au niveau du développement musculaire, de l'hypertrophie, ça fait une grosse différence. J'ajouterais là, au niveau prévention des blessures, ça devrait toujours être le premier focus avec les trainers, là, de set ton exécution pour un exercice en particulier. Une fois que ton exécution est vraiment on point, même quand tu combats ta répétition, ben, tu devrais toujours rester dans le même setup. Ouais. Puis si tu forces de façon vraiment linéaire, les muscles sont faits pour forcer. Fait que c'est pas nécessairement... c'est quand il va y avoir de l'instabilité dans les articulations ou quand tu commences à forcer tout croche, les fesses lèvent ou il y a un changement de la structure, c'est là que tu vas augmenter ton risque de blessure. Puis c'est là que les dernières répétitions que tu fais comme ça, t'es peut-être mieux de pas les faire. Exactement. Mais si tu restes dans ton cadre, puis tu es dans une machine super stable, super comme bien set, continue à pousser, puis si ça bouge pas, ben ça bougera pas, mais tu te blesseras pas dans une portion si tu forces de façon très linéaire. Ouais. Souvent, c'est dans les recommandations là, que je donne, c'est normalement, notre corps est fait pour forcer d'une certaine manière, mais si tu te mets à compenser de partout, puis ça fait plus de sens, ben se blesser puis avoir récupéré, c'est encore plus dommageable que d'y aller moins fort. Parce que si t'es, admettons, tu te blesses un genou, puis là après, tu te fais une entorse, là tu peux plus t'entraîner pendant 8 semaines, c'est pas mal plus dommageable que si tu te calmes un peu l'ego, puis tu y vas, puis OK, celle-là était un peu de trop. Absolument, ça, je suis d'accord. Oui. Fait que, alors sur un volet plus recommandations, j'ai l'impression qu'on passe un peu comme un style comme rafale. Fait que plein de recommandations, plus axées vraiment sur la vision bodybuilding, moins sur le volet santé, parce que les recommandations sont pas exactement les mêmes. Mais commençons un peu volet nutritionnel, mettons, c'est quoi tes recommandations au niveau des protéines? Protéines, on entend 1 gramme par livre de poids. Ouais. Moi, je te dirais, au niveau bodybuilding, on peut monter ça pas mal plus que ça. Ça peut aller jusqu'à 1,5 grammes par livre de poids. Quand même. Souvent, le but, c'est d'avoir de la sélection des aliments quand même vraiment centrés sur des aliments sains, puis être capable d'avoir son objectif de calories totales de façon clean, qu'on appelle. Bien souvent, il va falloir que tu augmentes beaucoup là, tes calories. Quand tu es en préparation ou tu es en perte de poids pour une préparation physique, il y a beaucoup de faim qui est associé à ça. Ouais. Les protéines sont excellentes pour calmer la faim, augmenter le sentiment d'être rassasié. Donc, vraiment, gros point positif pour les protéines. Donc, on peut monter ça là, plus qu'un gramme par livre de poids. Là. 1 gramme, c'est vraiment le minimum. Le minimum, parfait. Volet performance. Niveau performance, oui. J'adore ça. Puis souvent, même nous, quand dans ce contexte de restriction calorique, là, pour une perte de gras normale, on a tendance à augmenter justement l'apport en protéines, parfois nous jusqu'à 3,3 grammes par kilo, juste à cause de l'effet rassasiant, l'effet aussi, l'effet thermique aussi venant de la protéine. Mais bref, c'est souvent, on est plus proche de, mettons, le minimum, ou plus vers 1,6 grammes par kilo, mais quand l'objectif c'est de maximiser la synthèse de protéines musculaires, là, aller vers 2,2 et plus, make sense. Là. Encore une fois, c'est un aspect plus maximisé plutôt que d'y aller de façon conservateur. Il faut qu'on ait mieux d'aller plus que pas assez. Exact. Parfait. Maintenant, deuxième question rafale. Durée d'un entraînement en moyenne, tu recommandes quoi? Oh, ça c'est une grosse... on voit des entraînements 2 heures. Hey, j'étais allé au gym pendant 2h30. Là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. 1 heure... 1h30, gros max, c'est top, là. On parlait d'être activé du système nerveux, là. C'est très difficile d'être autant activé puis autant prêt à avoir des performances dépasser le 1h15, 1h30. Là. Ouais, souvent même... Si tu t'en vas proche de l'échec à chaque fois, tu mets de l'intensité, la fatigue va s'installer assez rapidement au sein du workout. Puis après, ça dépend aussi des splits puis de la fréquence d'entraînement par semaine. Mais justement, troisième question, c'est quoi la fréquence d'entraînement que tu reconsidères minimale? Puis là, je veux vraiment aller pas dans le volet comme « Ah, c'est bien, on bouge chacun des muscles, etc. » On se sent en forme, mais vraiment, si on a un athlète qui veut aller en performance, qui veut aller en bodybuilding, c'est quoi la fréquence d'entraînement par semaine que tu recommandes qui est un stand? Là? 4 fois semaine, c'est un minimum, mais c'est aussi quelque chose de très, très bon. Il faut pas avoir peur de prendre le minimum puis de maximiser chaque répétition puis chaque série dans le minimum. On entend le Dorian Yates, qui était un des plus grands bodybuilders, qui a gagné Mr. Olympia plusieurs fois. Il s'entraînait 3-4 fois par semaine. Top! Ouais.
mais tu n'étais pas capable de le suivre. Là. Pendant 1 heure, tu n'étais pas capable de le suivre. Fait que c'est de maximiser l'heure et quart que tu as au gym, mais 4 fois semaine, 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps, c'est quelque chose qui se fait très bien, même au niveau performance. Parfait, super. Fait que 4 fois semaine, standpoint pour tout ce qui est hypertrophie au niveau là, de l'optimisation. Ouais. Super intéressant. Maintenant, au niveau mettons, on va dire de la fréquence, en fait, la quantité de séries que tu recommandes par groupe musculaire. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça dépend tout le temps. Mais ça va dépendre aussi si tu fais des exercices en isométrie ou si tu fais des exercices pas en isolé, tu veux dire? En isolé ou en compound. Tu fais des gros squats. 20 sets de gros squats, peut-être pas. Mais pour les quads, faire environ 12-16 séries par semaine, ça devrait être pas mal optimal. 12 à 16. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'intensité que tu y mets dans chaque série, dans chaque répétition. Ça dépend beaucoup. Le volume, on parlait de pyramide, le volume pour chaque groupe musculaire, c'est quand même au top, mais c'est vraiment pas dans les bases. Ça va être quelque chose à ajuster après l'intensité, après la qualité des répétitions. Parfait, super. Puis au niveau temps de repos entre les exercices, on s'entend qu'il y a plusieurs qualités musculaires là, qu'on peut travailler avec différentes intentions, mais généralement, tu sais, c'est quoi les recommandations qu'on aurait dans un volet performance? Dans un niveau performance, tu veux que ta performance dans tes séries soit optimale. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas récupérer à 100% entre chaque série, mais tu veux être très proche de ta récupération optimale pour avoir tes bonnes performances. Okay? Donc, si tu es encore en train de respirer fort parce que tu viens de faire ta série de squats, puis tu manques de souffle, peut-être pas que ta prochaine série va être très performante. Donc, tu es mieux de prendre un peu plus, 2 minutes de pause, 2 minutes et demie même au niveau des jambes, sur des gros groupes musculaires. Sinon, si c'est des exercices plus isolés, 1 minute et demie, tu devrais t'en sortir. L'idée, c'est d'avoir une bonne performance pour la prochaine série, sans perdre le focus entre tes séries. Exact. Puis ça, une des choses que tu m'avais dit déjà direct en partant, parce que quand j'ai commencé à travailler avec toi, moi j'avais tendance à prendre des repos qui étaient plus longs que 90 secondes ou que c'est varié. Puis là, on a eu cette discussion-là justement sur mais il faut pas que tu défocuses. Parfois, quand on a des trop longs temps de repos, on n'est plus dedans. Puis là, on commence à avoir envie d'aller, je sais pas, sur Instagram, par exemple. C'est là qu'on voit que le monde perd leur focus. Tu perds au niveau de ton activation du système. Tu perds un peu qu'est-ce que je suis en train de faire, quelle charge que tu veux mettre. Donc, c'est ça. 1 minute et demie, là, des fois, là, c'est l'optimal d'y aller. Puis garder la chaleur aussi corporelle. Là. Si tu es assis puis tu es en train de mourir sur ton banc, let's go. Hey, j'adore ça, faire une petite rafale de recommandations. Fait que quand même, il y a des choses qui se rejoignent beaucoup même dans le volet là, santé, volet performance, mais si jamais vous êtes des débutants justement puis vous savez pas par où commencer, je pense que tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est vraiment un bon point de départ. Fait que concentrer sur des séances qui durent environ là, 60 gros max, 75-90 minutes, avoir des bons temps de repos, avoir un apport en protéines là, supérieur à 1 livre par 1 gramme par livre de poids corporel. C'est un bon standpoint, un bon point de départ. Encore une fois, en gardant en tête que l'intensité, aller proche de l'échec, c'est quand même un facteur déterminant. Un des points que je pense aussi toi tu voulais prendre le temps d'aborder, c'est au niveau de la fixation d'objectifs, au niveau des attentes, parce que quand même, quand quelqu'un arrive, c'est important de cerner c'est quoi les objectifs de la personne, puis je veux savoir c'est quoi ton approche par rapport aux objectifs. Premièrement, les objectifs, ce que je voulais beaucoup mentionner, c'est que les objectifs, c'est très personnel. C'est quelque chose de très, très personnel. Donc, il faut que tu t'assures que ça soit quelque chose que c'est toi qui veux. Donc, trouver ta raison du pourquoi tu es au gym, trouver ta raison de pourquoi tu devrais pousser ces répétitions-là. On parle d'intensité, mais ça te prend une certaine raison derrière ça pour aller pousser ton corps à l'extrême comme ça. Trouve ta raison personnelle et pas l'influence de TikTok, pas l'influence des autres personnes autour de toi, mais ta raison du pourquoi tu veux faire ça. Parce que tu risques d'être pas mal questionné sur ce pourquoi-là durant ton processus. Puis c'est un processus qui prend du temps. Donc, ça te prend un why assez fort. Assez fort pour passer à travers ces trucs-là. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de se pencher sur qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, puis qu'est-ce que tu es prêt à prioriser, plutôt que juste se dire qu'est-ce que tu es prêt à faire. Bien, tout le monde est prêt à aller au gym, tout le monde aimerait ça, manger clean, tout le monde aimerait ça, faire les bons choix, mais quand c'est le temps de sacrifier la sortie au resto avec ta copine ou de
de pas aller au bar le soir pour prioriser ton entraînement, pour prioriser ton alimentation, c'est là que c'est difficile, puis c'est là que tu vas te questionner sur ton pourquoi. Exactement, ouais. Puis un point justement que tu me fais rappeler, puis c'est vraiment au niveau des volets sacrifices, puis j'avais oublié, mais c'est quelque chose que je voulais quand même aborder, c'était ta perception au niveau du comptage de calories, justement. Okay. Pour un athlète de bodybuilding qui veut maximiser ses gains, comment est-ce que tu vois ça? Le comptage de calories, c'est la base, c'est mathématique, c'est scientifique, on peut pas passer à côté. Tu as besoin de savoir combien de calories tu as besoin. C'est dans notre priorité, dans notre pyramide de priorité, niveau bodybuilding, il faut que tu saches t'en es rendu où. Puis il y a beaucoup de calories cachées, là, sur plein d'aspects, ce que tu bois, comment tu fais cuire tes aliments, tout ça. Fait que compter ses calories, c'est un peu la base, c'est un peu quelque chose que tu as besoin de faire, comme peser sa nourriture. Les quantités de ce que tu manges, ça influence absolument tes résultats. C'est un sport très précis dans ce que tu fais, donc tu n'as pas le choix d'être précis au niveau de ton alimentation. Puis j'ajouterais justement sur ce que tu dis que c'est précis, mais justement, j'ai toujours l'image du 6 livres que tu m'as donné par année de masse musculaire. Ouais. J'étais comme, justement, ça demande de la précision parce qu'il suffit d'avoir un apport insuffisant en protéines, on est plus en déficit qu'on pense, puis aller chercher cette prise de masse-là, ce sera pas possible. Tu seras, au lieu d'avoir un 6 livres, tu auras peut-être un 2-3 livres, puis tu es comme, mais pourtant, j'ai mis tant d'efforts dans d'autres sphères. Ouais. C'est de jour en jour d'être capable de maximiser toutes ces sphères de son corps, puis c'est quelqu'un qui va être on point sur tous les aspects de sa vie. C'est un sport qui englobe toutes tes habitudes. Donc, si tu as perdu 2 heures de sommeil là, tu as manqué un repas là, tu as remplacé telle chose là, fait que c'est toutes des choses, t'as pas bu ton eau, fait que c'est toutes des affaires qui englobent tellement qu'il faut que tout soit maximisé. Pour maximiser, tu parles du 6 livres, pour maximiser ton 6 livres par année, il faut que tout ça soit là. Exact, c'est ça qui va faire une différence au final, en compétition surtout. Oui. Et c'est la même chose pour la cote, dans une certaine manière, tu vas avoir un contrôle sur la perte de gras, pas trop perdre de masse musculaire, etc. Fait que compter ses calories et ses macros en fait devient primordial. On voit beaucoup d'erreurs justement, même en préparation de compétition, avec du monde qui vont couper beaucoup trop, même en perte de poids juste pour du lifestyle, tu vas voir ça aussi, là, quelqu'un qui coupe beaucoup trop, tu vas avoir une perte de performance au gym, perte d'énergie, puis là ainsi de suite, ça déboule. Donc être capable d'avoir un bon target, puis de suivre exactement ce qu'il faut faire, puis de laisser le temps aller, laisser ton corps réagir, très important. Super. Ben, c'était vraiment le fun de t'avoir aujourd'hui, Ben. Ça me fait plaisir. Là, tu sais, on a parlé, tu as parlé plus t'approches au niveau des objectifs, que c'est quelque chose on doit avoir un why puissant, qu'on veut s'embarquer dans ce processus-là. Et justement, pour les gens qui veulent s'embarquer puis qui sont comme, hey, j'aimerais ça me dépasser, aller chercher une meilleure version, m'approcher de la compétition ou du monde du bodybuilding, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi? Ben, ça va me faire plaisir. Moi, mon but, c'est d'être un mentor là-dedans. Donc, c'est de suivre ces personnes-là qui veulent se dépasser, puis que peut-être ce que j'ai dit, ça leur a parlé, qui veulent vraiment pousser ses objectifs, englober toutes les sphères de sa vie, avoir une ligne directrice et tout. Ben, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Ben The Builder Performance, m'envoyer un courriel sur mon courriel, benbuilderperformance@gmail.com. Puis sinon, c'est ça. Parfait. Puis comment est-ce qu'on l'épelle pour être sûr que les gens, parce qu'ils vont pas nécessairement voir, là, je vais le mettre dans les liens dans le Spotify en passant ou sur YouTube, mais comment est-ce qu'on l'épelle pour Instagram? C'est comme Bob le bricoleur. OK. Donc c'est Ben The Builder en anglais à commercial gmail.com. Parfait. Super. Puis où est-ce que tu t'entraînes? Au Pro Gym à Montréal, oui, c'est une autre façon de me joindre si tu veux passer directement au Pro Gym à Montréal. J'ai mon bureau privé et tout, donc c'est là que j'entraîne mes clients. Parfait, super. Fait que si vous avez des questions par rapport à cet épisode, vous pouvez directement les écrire à moi à coachsim.knvl ou directement à Ben The Builder Performance. Y a-t-il un point entre les deux? C'est benbuilderperformance@gmail.com. Par courriel. Il y a le 2 juste sur mon Instagram. Juste sur Instagram. OK, parfait. Fait que vous pouvez contacter directement Ben si vous avez des questions. Puis c'était vraiment un plaisir. Puis j'espère qu'on va refaire ça. Ben c'est sûr, en tout cas, on va se revoir. On va se revoir, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Bienvenue dans cette nouvelle section du podcast Le poids de la nuance où est-ce qu'on va valider les informations qui ont été transmises et s'assurer qu'il n'y aura pas de désinformation. Si on juge qu'il manque de contexte sur une information ou si on juge que la manière qu'il a dit pourrait porter à confusion, eh bien on va le corriger dans cette section. Vous voyez ça un peu comme une section pour vérifier nos faits. D'ailleurs, petite correction, dans le podcast, j'ai mentionné que Ben était enseignant en éducation physique. Par contre, c'est important de savoir qu'il n'a pas terminé son bac. Il a fait un changement de carrière vers l'entraînement, vers le coaching en bodybuilding et donc il n'a pas son diplôme en éducation physique.